Bonjour et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de la matinale, une demi-heure de direct. Donc voici le programme. Il sera question aujourd'hui de high-tech, les nouvelles applis smartphones derrière lesquelles se cachent des startups israéliennes. On en parlera avec Sébastien Hadjiman. Bonjour. Bonjour. Et puis en deuxième partie d'émission, la semaine dernière, nous vous parlions de la minorité éthiopienne en Israël. Aujourd'hui, il s'agira des Bédouins. On reviendra sur leur histoire, leur actualité avec Ilana Attali. Ilana, merci de nous avoir rejoints ce matin. La matinale commence tout de suite avec, avant toute chose, un détour par l'actualité présentée par Elsa Mimoun. Bonjour Elsa. Bonjour Nathalie, bonjour à tous et on ouvre ce point sur la formation avec le Mali. Au 5e jour de l'opération Serval, la France a pour la première fois engagé des troupes au sol. Des centaines de soldats maliens et français étaient en route hier soir pour reprendre Diabali, une localité de l'Ouest tombée la veille aux mains des islamistes. L'armée a par ailleurs poursuivi ses frappes aériennes contre les combattants islamistes et annoncé le déploiement à terme de 2500 soldats au Mali. François Hollande s'est rendu aux Émirats Arabes Unis pour faire le point sur les opérations qui durent depuis plusieurs jours au Mali. Lors de ce déplacement à dominante économique au départ, le chef de l'État s'est notamment rendu sur la base militaire française installée à Abu Dhabi, dont une partie des 700 hommes est mobilisable. En Syrie, un attentat a eu lieu hier à l'université d'Alep, dans le nord de la Syrie. 2 explosions ont retenti, bilan 82 morts et 160 blessés sont à déplorer. Cette université est située dans un secteur contrôlé par l'armée loyale à Bachar al-Assad. La métropole du Nord est divisée depuis juillet entre quartiers rebelles et d'autres, aux mains des militaires pro-régime. On continue avec Israël et les élections qui approchent. La liste de droite formée par le Likoud et le parti ultranationaliste Israël Beiteinu est stable. Une semaine avant les élections, un sondage a été rendu public aujourd'hui. L'alliance de droite est créditée de 33 sièges au sein du prochain Parlement, contre 42 dans le gouvernement sortant. Le Parti travailliste reçoit 17 mandats, celui du parti de Naftali Bennett, Abayit Hayehoudi 14 et 9 sièges pour le parti Atnoa de Tzipi Livni. Des sondages qui ont été diffusés avant la déclaration de Barack Obama. Le président américain a déclaré en privé qu'en soutenant ses plans d'implantation, Benyamin Netanyahou mène Israël vers un isolement quasi total. Dror, ces déclarations ont fait l'effet d'une bombe en Israël 6 jours avant les législatives. Naturellement, Elsa, à quelques jours seulement maintenant du scrutin, eh bien, les propos attribués à Barack Obama ont été très remarqués, très commentés en Israël, dans l'entourage de Benyamin Netanyahou et au sein de la direction de son parti, le Likoud, dont on accuse le président américain, à mot à peine voilé, d'implication dans les affaires internes d'Israël, dans les affaires politiques d'Israël, dans l'opposition de gauche ou du centre-gauche. Eh bien, au contraire, on appelle le public israélien à prendre en considération les propos tenus par Barack Obama, des propos très durs donc sur la politique menée par Benyamin Netanyahou, qui, selon le président américain, encore une fois, eh bien, entraînerait Israël vers l'isolement diplomatique et une politique qui serait menée en dépit de l'intérêt même d'Israël. Quelles conséquences, Elsa, cela pourrait-il avoir sur les élections, sur les répartitions entre sièges, sur le comportement de l'électorat? Eh bien, paradoxalement ou non, Benyamin Netanyahou pourrait peut-être remercier Barack Obama parce que ce genre d'attaque contre le Premier ministre israélien a tendance souvent à renforcer la fidélité d'une partie de l'électorat de droite envers le Premier ministre issu du Likoud. On verra dans les prochains jours naturellement si cette tendance est confirmée par les sondages. Merci Dror pour cette analyse. Et toujours en Israël, un tunnel destiné à permettre des infiltrations de Palestiniens de la bande de Gaza en territoire israélien a été découvert lundi par des soldats. C'est ce qu'a fait savoir l'armée israélienne hier. Ces tunnels sont les mêmes que ceux qui avaient été utilisés par le Hamas pour kidnapper le soldat Gilad Shalit en 2006. C'est ce qu'a expliqué l'armée dans un communiqué. Et pour terminer, on reste dans le thème de l'émission, consacré en partie à la technologie. Le suspense est tombé. Facebook a annoncé hier le lancement de son propre moteur de recherche au cours d'une conférence de presse très attendue. Voilà pour ce point sur l'information. Retour avec vous, Nathalie, sur le plateau de la matinale. Excellente journée à tous. Elsa, merci pour ces titres. Je sais que vous habitez Tel Aviv. Trouver un taxi disponible en plein milieu de l'après-midi, en plein milieu de la nuit, c'est toute une histoire, j'imagine, dans la ville blanche. Alors, toute une histoire, je n'irai pas jusque-là, mais je suis sûre que l'application que va présenter Sébastien ce matin fera gagner du temps à beaucoup d'hommes et de femmes pressés.
Des hommes et des femmes pressés faire gagner du temps, optimiser la technologie. Finalement, Sébastien, c'est ce que vous venez nous présenter aujourd'hui, une start-up qui est venue révolutionner notre façon de prendre un taxi. Tout à fait, Nathalie, réfléchissez. La façon dont nous commandons et cherchons des taxis aujourd'hui n'a pas vraiment évolué depuis les 20 ou 30 dernières années. Pourtant, nous sommes aujourd'hui à l'ère du smartphone, de la géolocalisation, du GPS. Tout simplement, on ne comprend pas pourquoi on ne pourrait pas commander de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus technologique un taxi. Et c'est exactement cette idée-là que la start-up que je viens vous présenter aujourd'hui, GetTaxi, est venue apporter. Alors avant toute chose, cette start-up israélienne, vous avez rencontré ses dirigeants, c'est une toute nouvelle société. Ça vous a permis également de tester cette application, parce qu'on parle des applications, mais il faut aussi les tester. On regarde ce reportage réalisé par vous, Sébastien, avec un récit de Fleur Citruc. On en reparle après. Tous les jours, 400 000 clients empruntent les 15 000 taxis qui circulent en permanence sur les routes israéliennes. Pourtant, les chauffeurs de taxi n'ont pas forcément bonne presse. Ce chauffeur était bien, mais c'est vraiment exceptionnel. D'habitude, ils ne sont pas sympathiques. Il m'est arrivé souvent de voyager dans un taxi aux fenêtres fermées, alors que le chauffeur fume. C'est vraiment horrible. Et vous ne vous êtes pas plainte? À qui je pourrais me plaindre? Quand on téléphone au responsable de la station, on voit bien que la fois d'après, le chauffeur continue à faire exactement la même chose. Donc ça ne sert à rien. Les taxis utilisent le bouton sous le compteur pour faire monter le prix de la course. C'est pour éviter toutes ces mauvaises surprises qu'un entrepreneur israélien a lancé GetTaxi en avril 2011. Smart. GetTaxi. Très simple, ça veut dire simple pour commander un taxi avec une pouce simple sur l'application. Et quand même à la fin de la course, vous pouvez payer avec les credit cards sans commission. Après, tu as tout le détail de la course. Par exemple, vous pouvez voir où est la voiture au temps réel sur une map, la photo de votre chauffeur avec son nom, numéro de téléphone. Après, à la fin de la course, vous pouvez lui donner une note. Aujourd'hui, la société travaille avec 1000 taxis en Israël, 3500 dans le monde. Petit bémol, il faut disposer d'un smartphone pour accéder au service de GetTaxi. Notre chroniqueur high-tech, Sébastien, a testé l'application pour nous. Il a commandé un taxi non-fumeur et souhaite payer en carte bleue. Ça va, Sébastien? Bonjour Yossi. Donc comme j'ai mis dans les options que je voulais un chauffeur qui parle français, voilà, Yossi parle le français. Malheureusement. Alors allons à la plage. Pas de problème. Où à la plage du Cévennes? La plage de Bougrachov. Il n'y a pas de problème. Yossi, ça fait combien de temps que vous travaillez pour GetTaxi? Presque 6 mois. Et est-ce que vous êtes satisfait de ce système? Ouais, c'est une autre chose. En quoi est-ce que cela a changé votre façon de travailler? C'est plus calme, c'est plus vite. Ça fait de la famille. Mais j'ai la possibilité de te noter. Est-ce que ça vous met pas un peu en stress? Non, j'ai pas peur. Parce que je donne un bon service. C'est à cause de ça. La société GetTaxi a en tout cas déjà fait un client heureux. Un client heureux, Sébastien. Moi, je dois dire que ces lunettes, elles vous allaient très très bien. Ça fait un peu Men in Black, un effet sensationnel. Oui, vraiment, continuez. Non, plus sérieusement. Cette société, c'est quoi? Comment elle est née? Qu'est-ce qu'elle fait? Expliquez-nous tout. Écoutez, ce qui m'a tout d'abord choqué, c'est que cette application, cette start-up vient non seulement améliorer la vie des utilisateurs, mais aussi des chauffeurs de taxi. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a quelques semaines en France, la France a eu droit à une grève des chauffeurs de taxi qui justement se plaignaient des conditions de travail. Et donc, moi je suis un grand fan de la technologie au service des utilisateurs qui vient vous faciliter la vie. Pour faciliter la vie, pas la compliquer, pas la rendre plus technologique et plus complexe. Non, la faciliter. Exactement. Alors, cette société GetTaxi, c'est une vraie success story, une vraie success story à l'israélienne, fondée en avril 2011 par 2 entrepreneurs qui... Donc c'est tout récent. C'est tout récent, qui tout simplement ne trouvaient pas de taxi à Francfort et qui sont restés dans le froid à attendre pendant 1 heure un taxi et qui se sont dit c'est pas possible aujourd'hui, pourquoi est-ce que je pourrais pas appuyer sur un bouton depuis mon téléphone portable et immédiatement un taxi... C'est bien connu, les meilleures idées naissent toujours dans ces situations au hasard, au détour d'un hasard et d'une attente, là pour le coup. Exactement, donc aujourd'hui au niveau des chiffres, pour vous donner quelques chiffres, la société a déjà levé 30 millions de dollars
Okay, ils ont déjà 150 employés à travers le monde. Parce qu'effectivement, cette société, et la grande particularité de cette société, c'est que ce n'est pas seulement une application technologique, mais c'est une véritable station de taxi technologique qui aujourd'hui est la plus grande station de taxi en Israël. Donc c'est-à-dire ils ont créé leur application et ils ont aussi créé leur station de taxi à eux. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça, pour moi, la grande innovation. Ils ont déjà 1000 taxis en Israël. Ce qui est énorme si on pense que la deuxième plus grande station de taxi actuelle ne fait que 150 taxis. Et ils ont déjà 1500 taxis à Londres, avec, ils ont dans leur plan cette année de passer à 3000 taxis, mais ils sont aussi actifs en Russie avec 1000 taxis, avec 1000 taxis à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et là, ils vont se lancer à New York. Donc c'est vraiment implanté à l'international. C'est aujourd'hui, à mon avis, la plus grande station au monde. La plus grande station de taxi au monde. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez commander un taxi. Donc tout a commencé par un froid hivernal à Amsterdam, comme quoi les histoires commencent finalement souvent par hasard. Une commande de taxi par seconde, c'est le taux que vous nous avez donné. Et on peut même intégrer des critères de commande spécifiques. Alors oui, c'est ça la grande particularité. Et ce qu'on voit dans notre reportage, c'est qu'on a la possibilité de rentrer certains critères en fonction de ses désirs et de ses besoins. En l'occurrence, là, j'ai demandé un chauffeur francophone qui soit non-fumeur et qui soit gentil ou sympa avec les touristes. Et c'est vraiment là, pour moi, la grande révolution, puisque immédiatement, tous les chauffeurs aux alentours ont reçu cette demande avec mes critères. Et le chauffeur, lui aussi, extrêmement sympathique, est arrivé. Et il m'a même mis de la musique française lors du trajet. Que demande le peuple? Que demander de plus? On a aujourd'hui, par exemple, la possibilité, et c'est ça qu'on voit, de payer directement par carte bleue à travers son mobile. Et la société offre la possibilité de payer automatiquement pour les sommes ne dépensant pas 100 shekels, ce qui vous permet, si un jour vous êtes de mauvaise humeur, par exemple, de rentrer dans votre taxi, arriver à votre destination, en sortir sans avoir aucune interaction avec votre chauffeur. Et le payer via les applications et via Internet. Les chauffeurs qui participent à cette application ont signé, et c'est chose importante en Israël, une charte de bonne conduite. Oui, alors tous les touristes à travers le monde, et c'est pas seulement en Israël malheureusement, ont tous eu une expérience malheureusement d'une arnaque. On a souvent des mauvaises expériences avec les taxis quand on est touriste et qu'on n'est pas bien familier avec la culture locale. Tout à fait, comme on dit dans leur jargon, on se fait balader pour une distance beaucoup plus longue alors que ça aurait pu être beaucoup plus court. Et donc tous les chauffeurs de Get Taxi sont obligés de signer une charte très précise concernant le sérieux, l'amabilité, mais aussi d'autres critères. J'ai été très impressionné. Par exemple, ils s'engagent à attendre, lorsqu'ils déposent une femme seule le soir, à attendre que la femme ou la jeune femme en question soit rentrée les féministes diront sûrement qu'il faut aussi attendre les jeunes hommes à l'entrée de leur immeuble. En fait, il y a un peu le même principe qui est développé dans cette application que celui d'eBay. On peut noter le vendeur, ici on peut noter le chauffeur. Oui, noter le chauffeur, et c'est là, et c'est ce qui en fait va rendre tout ce service extrêmement sympathique. Pourquoi? Parce que le chauffeur sait qu'à la fin justement du voyage, on va le noter. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que si jamais un client rentre une note, donc les chauffeurs sont notés sur une échelle de 5 étoiles, si jamais vous rentrez une mauvaise note, qui est pour eux entre 0 et 3, il y a immédiatement un agent du call center de Get Taxi qui va vous téléphoner, vous demander qu'est-ce qui s'est passé, va appeler aussi le chauffeur, comprendre ce qui s'est passé, et s'ils comprennent que le chauffeur est effectivement en tort et qu'il a donné un mauvais service, ce chauffeur va se voir éjecté de la station et du service. Donc un véritable barème avec des répercussions. On m'indique qu'on vient à court de temps. Notre dernière question, vous nous avez parlé de New York, vous avez parlé de Londres, de différentes villes qui utilisent désormais cette application. En France, c'est pour bientôt? Alors comme vous l'avez vu dans le reportage, les dirigeants de Get Taxi sont parfaitement francophones, et lorsque je leur ai posé des questions, ils m'avaient l'air très au courant du marché français, et donc affaire à suivre, mais je pense que très bientôt les Français vont pouvoir aussi profiter de cette merveilleuse application. On a bien compris, et vous ne nous en direz pas plus.
Merci Sébastien. Vous avez une adresse mail à laquelle nos téléspectateurs peuvent vous écrire pour des suggestions, des idées, d'applications, de nouvelles technologies. Je vous en prie, elle défile sous cet écran. Oui, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des applications, des nouveautés, des technologies que vous voulez me soumettre sur la page Facebook de l'émission www.facebook.com/Israel Startup Nation. Sébastien, merci. Merci à vous, Nathalie. Et à bientôt. À très bientôt. Le domaine du high-tech fascinant, on s'en éloigne quelques minutes pour un autre sujet tout aussi intéressant, la minorité bédouine d'Israël. Ilana, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On ne connaît pas très bien cette minorité en Israël, d'où votre venue ce matin dans notre émission. D'où viennent-ils, où est-ce qu'ils vivent aujourd'hui? Alors, le terme de bédouin ou badawi en arabe, en fait, correspond à une population qui regroupe différents groupes ethniques et qui s'étend sur toute la zone désertique entre le Sahara de l'Ouest et le Moyen-Orient. Donc il faut savoir qu'on en trouve la majeure partie en Arabie Saoudite, mais on les trouve aussi en Libye, en Jordanie, mais également en Israël. Donc en Israël, on a des chiffres qui varient un petit peu en fonction des instituts de sondage, puisque c'est une population qui est un peu difficile à appréhender, mais on va dire qu'ils sont entre 200 et 300 000 personnes. C'est ça, c'est assez difficile de faire un recensement exact de ces populations pour la bonne et simple raison qu'ils ne sont pas forcément établies de façon administrée comme on le connaît et comme on en a besoin pour faire donc des recensements. Exactement, près de la moitié des Bédouins du Negev où ils sont principalement installés sont dans des villages qui sont appelés des villages non reconnus, donc très difficiles à recenser. Maintenant, on peut dire qu'ils sont à peu près 3,5% de la population israélienne, sont groupés majoritairement dans le sud du pays, donc dans le Negev, mais aussi un petit peu au centre et un petit peu en Galilée, dans le nord d'Israël. De quoi ils vivent, ces Bédouins, au quotidien? Nous, on connaît, et les touristes connaissent, les Bédouins dans leurs tentes qui préparent le thé, le café, leurs crêpes traditionnelles, mais de quoi ils vivent? Non, ça, c'est un peu le cliché comme ça typique. L'hôtellerie, aussi... le Bédouin hôtelier qui ouvre ses portes aux touristes. Tout à fait, c'est aussi la réalité, mais ils ont une vie assez différente également des clichés qu'on peut s'en faire. Au départ, ils sont nomades, il faut le savoir, donc traditionnellement, ils sont nomades, mais de plus en plus, ils se sédentarisent, donc en fonction un petit peu de ce qui se passe dans les pays où ils sont résidents. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près un siècle, ils vivaient donc dans cette zone désertique sans réellement de frontières, de pays, donc voilà, ils migraient au fil de l'année, c'était assez simple pour eux. À partir des colonisations françaises et anglaises, à partir de 1920 à peu près, on a eu en fait un découpage de cette terre en pays, en frontières, ce qui a fait que leur limitation a été limitée. Et pour beaucoup, ils se sont sédentarisés suite à des politiques dans les pays dans lesquels ils vivaient, notamment en Israël, où différents gouvernements israéliens ont mis en place des politiques de sédentarisation afin de les intégrer, mais ce qui amène également quelques problématiques. Donc ça limite leur nomadisme. Alors on parlera justement des problématiques un petit peu plus tard. Leur nourriture traditionnelle, on commençait à en parler un petit peu. Quelle est-elle exactement? Alors voilà, pour un petit peu nous faire rêver, c'est traditionnellement ils mangent très peu de fruits et légumes parce que en fait historiquement c'était très lourd à transporter lors des migrations. Maintenant, il y a beaucoup de blé, de semoule, de riz, de choses comme ça, beaucoup de viande, de fromage qui viennent de leur élevage. Et on a aussi également différentes sortes de pains. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un camp bédouin, si vous avez déjà essayé ces pains qui sont délicieux, faits maison artisanale. Notamment le fétir, qui est une sorte de grand lafa, grande galette plate. C'est ce qu'on voit sur cette image? Voilà, de grandes galettes plates qui accompagnent les plats, qui est assez goûtu. Ou encore le morara, qui est en fait, qui ressemble à une sorte de pancake, moi qui me fait penser un peu aux crêpes de la mimouna chez ma maman marocaine. Donc voilà, très goûtu, voilà, des mets très goûtus, effectivement. Donc ça, c'est pour leur nourriture. On comprend bien que l'élevage, l'agriculture, ça fait aussi partie de leur valeur, la valeur de la terre. Sur quel modèle exactement cette société s'est construite, cette société a évolué? Alors cette société, d'abord, elle est très hiérarchisée. Il faut savoir qu'on a tout ce qui est code d'honneur, code de respect, qui commence par le cercle de la famille proche, qui ensuite s'étend à la famille élargie, puis après on a le clan, la tribu et parfois la confédération. Donc très hiérarchisé, très comme ça, avec chaque confédération qui est soumise à l'autorité d'un cheikh, qui, moi je trouve, ressemble un peu à... Enfin, un cheikh, c'est une sorte de sage, en fait, quelqu'un auquel on se réfère en cas de problème. Ça fait penser un peu au rabbin de la communauté ultra-orthodoxe, par exemple. C'est voilà, la référence. Quand on a un problème, une question, c'est la référence vers qui on Exactement. se Il y a une grande légitimité, une autorité sur la confédération ou la tribu.
Maintenant, il faut savoir aussi que c'est une communauté qui est assez archaïque dans ses valeurs, dans ses principes. Et on a par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, 25% de polygamie, la femme qui est cantonnée donc aux tâches domestiques. Il y a également des problèmes de violence, voire même de viol dans cette communauté qui sont assez courants. Donc voilà, des problématiques de cet ordre-là. D'accord. Et puis justement, ça fait quelques jours, alors c'est pas forcément dans ce contexte-là, mais qu'on entend parler de manifestations bédouines en Israël, de militantisme. Quelles sont exactement, voilà, c'est ce qu'on voit sur ces images, quelles sont leurs revendications aujourd'hui ? Alors en fait, pour vous remettre un peu les choses dans leur contexte, depuis les années 60, les gouvernements successifs israéliens ont mis en place des politiques pour intégrer les Bédouins, mais ils ont pris le parti en fait de les sédentariser, de les urbaniser afin de les intégrer. Maintenant, il faut savoir que ça, bon, même si ça part d'une bonne intention et qu'ils veulent dénaturer leur mode de vie, même. Exactement, et vraiment aller à l'encontre de leurs valeurs, de leur mode de vie. Donc une partie des Bédouins a accepté cette sédentarisation. On a par exemple le village de Rahat, qui est l'un des plus grands villages bédouins qui existent dans le monde. Voilà, c'est celui qu'on voit sur ces images. Voilà, mais on a la moitié des Bédouins du Negev, donc à peu près autour de 100 000 personnes qui vivent encore dans 45 villages qui sont appelés les villages non reconnus, et donc qui n'ont pas l'accès à l'eau, à l'électricité, aux infrastructures basiques, ni juridiction, ni administration, ni rien. Donc c'est très complexe, et ils ne veulent pas tout simplement être sédentarisés ou urbanisés parce que ça va à l'encontre de leur mode de vie. Et donc c'est une problématique pour le gouvernement donc israélien. Ça reste une population particulièrement vulnérable, en tout cas dans ces quartiers-là. Vulnérable à quel niveau ? Alors vulnérable au niveau socio-économique. Donc il faut savoir que c'est parmi toutes les minorités israéliennes, c'est la minorité la plus basse au niveau de l'échelle socio-économique. On a un taux de chômage extrêmement élevé. Il y a à peu près 4% des Bédouins qui obtiennent un diplôme universitaire, donc ce qui est vraiment rien. Vous parlez d'université, les jeunes sont intégrés de façon assez minoritaire dans la vie estudiantine. Au niveau identitaire, ils se positionnent comment ? Ils se sentent israéliens, où ils en sont ? Alors, c'est complexe. Donc, encore une fois, c'est difficile de vraiment appréhender ça parce que les statistiques sont difficiles à récupérer au niveau de cette population. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu trouver, en priorité, ils se sentent plutôt identitairement arabes. Donc leur identité fluctue un peu au flux du conflit israélo-palestinien, et sachant qu'ils ne se sentent pas spécialement intégrés, pas spécialement israéliens, ça renforce leur identité arabe plutôt. Alors Ilana, on est en période électorale, dans moins d'une semaine, les élections législatives se tiennent en Israël. On ne peut pas s'empêcher de poser cette question du vote bédouin. Est-ce qu'ils votent, et si oui, pour qui ? Alors, de manière générale, on sait que les Bédouins appartiennent à la communauté arabe israélienne plus généralement. Les Arabes israéliens ont tendance à peu voter. Maintenant, les Bédouins, pour ceux qui votent, les chiffres qu'on a, ils sont plutôt orientés vers les partis arabes israéliens comme le Balad ou Hadash. Et voilà. Mais de manière générale, ils sont très peu à voter. C'est pas une communauté très, très militante à ce niveau-là. Donc voici la communauté bédouine présentée par Ilana. Il y a un film que vous vouliez nous présenter aussi pour parler, pour imager cette communauté. Tout à fait. Alors ce film s'appelle Shalkia. Il a été présenté en novembre dernier. Et il était présenté d'ailleurs aux côtés de Five Broken Cameras, qui est actuellement, qui a été nominé pour les Oscars américains, et qui justement parle de la situation d'un bédouin, qui est menacé d'expulsion sur son campement, et qui explique qu'il se fout un petit peu des compensations financières ou d'être redéplacé, que ce qui lui importe c'est la terre, et c'est la terre de ses ancêtres. C'est l'essence même. L'essence du bédouin, du bédouinisme, oui. Tout à fait. Alors, Ilana, si on termine, si vous deviez qualifier en un mot la minorité bédouine, ça ne serait pas forcément, si je comprends bien votre discours, par le mot réussite. Alors non, donc si on regarde cette situation d'un œil sec, on peut dire que c'est pas forcément une réussite, mais c'est vrai que dans le cadre de cette chronique, j'ai rencontré un médecin israélien qui travaille à l'hôpital Soroka de Beersheva, qui habite près d'un village bédouin et qui justement les côtoie depuis plusieurs années et qui nous donne un peu un autre son de cloche. On va l'écouter. On l'écoute. Eh bien voilà, aujourd'hui il y a à peu près entre 180 et 200 000 bédouins dans le sud d'Israël, et contrairement aux Arabes israéliens, donc sur le million d'Arabes israéliens qui deviennent de plus en plus pro-palestiniens, on a environ ces 200 000 Arabes
bédouins qui sont de plus en plus pro-israéliens, dans le sens où nous avons des professeurs d'université, énormément de médecins, 2 chefs de service de Soroka, l'hôpital Soroka de Beersheba sont d'origine bédouine, et nous avons également un président d'université qui est d'origine bédouine en Israël. Donc c'est une société qui est en train de prendre le train israélien en marche. Ce sont des gens qui sont pro-israéliens, qui vivent dans la région du Sud, et contrairement à tout ce qu'on peut dire concernant les vols, concernant les crimes, etc., c'est une population qui veut devenir israélien, et donc je crois que c'est une bénédiction pour l'État d'Israël, ces 200 000 Bédouins qui vivent parmi nous. Alors avec Robert Wash, on termine sur une note plus optimiste, plus enthousiaste. Tout à fait, mais Robert Wash n'est pas sans considérer tout de même que certains changements sont à apporter du côté du gouvernement israélien pour aider à intégrer les Bédouins d'une autre manière que forcément simplement les urbaniser ou les sédentariser, peut-être les aider à construire des infrastructures sur leurs lieux de vie initiaux. Voilà, donc on peut l'écouter sur cette partie-là également. Écoutez, je pense que l'État d'Israël doit investir chez les Bédouins comme on investit dans les territoires israéliens, dans les territoires de Judée-Samarie, c'est-à-dire il est inconcevable que par exemple l'électricité s'arrête dans les villages arabes, il est inconcevable également que les Bédouins ne reçoivent pas ce que nous recevons. Énormément d'enfants bédouins font l'armée israélienne, et quand ils reviennent dans leur village, ils n'ont pas ni d'électricité ni d'eau courante, donc ça ce sont, si vous voulez, des scandales israéliens. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser également, il y a un vol, il y a du vol, il y a du crime, il y a des accidents de la route chez les Bédouins, etc. Et je pense qu'avec un tout petit peu de bonne volonté israélienne, on peut diminuer cet état de fait en investissant dans les villages bédouins. Mais globalement, quand on regarde sur la grande majorité, c'est positif pour l'État d'Israël, c'est positif pour le peuple juif, et je crois que les gens nous jugeront comment nous traitons nos minorités, en particulier la minorité bédouine. Voilà, donc nous avons environ 200 000 Bédouins qui aiment l'État d'Israël, qui veulent vivre également avec nous, et je crois que c'est positif pour l'État d'Israël. Voilà, on laissera donc à Robert Wash le mot de la fin. Merci Ilana d'être venue sur notre plateau aujourd'hui. Merci Nathalie. Voilà, c'est donc la matinale qui touche à sa fin. Merci à ceux qui ont permis de la réaliser. Merci à vous de l'avoir suivi. On attend vos réactions, vos suggestions, vos commentaires sur notre adresse email lamatinale.info@gmail.com. Elle s'affiche sous votre écran. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien.